Ariane 5, comme on l'a vu dans le premier épisode, a connu un développement complexe et plein de rebondissements, passant du statut de futur lanceur de navette habitée européenne à simple lanceur cargo. Mais sa carrière n'en est pas moins passionnante, entre des débuts compliqués, puis une fiabilité à toute épreuve et des missions historiques. Enfin bref, revenons sur l'aventure Ariane 5. Dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés quelques minutes avant le lancement de la première Ariane 5 de l'histoire, dans sa version G, pour générique. Revenons donc le 4 juin 1996, sur le nouveau pas de tir ELA-3, à Kourou. Il est 12h30 et il reste 4 minutes avant le lancement. Les réservoirs sont désormais quasiment remplis, et le lanceur se prépare lentement à son décollage. Sa charge utile, 4 satellites scientifiques cluster de l'ESA, attend patiemment son départ dans la grande coiffe d'Ariane 5. Témoin 2 minutes. Les visiteurs se massent par dizaines pour observer le décollage dans les meilleures conditions possibles. Témoin 1 minute. Au centre de contrôle, le personnel retient son souffle. C'est la première fois qu'un nouveau lanceur décolle de Kourou depuis plus de 10 ans. 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Décollage. Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. 37 secondes après le décollage, l'espoir des ingénieurs dans ce premier vol est détruit, tout comme le lanceur. Les débris retombent dans la mince bande de jungle entre le pas de tir et l'océan Atlantique. Une fois que la Légion étrangère a récupéré autant de morceaux que possible, l'enquête peut enfin commencer. Il s'avérera par la suite que l'explosion était due à un bug informatique. Le logiciel d'Ariane 4 a été réutilisé pour Ariane 5. Mais l'accélération de cette dernière étant bien plus forte que celle d'Ariane 4, les valeurs mesurées ont dépassé le maximum théorique prévu par le programme. Ce bug a conduit à une mauvaise interprétation des mesures des capteurs et a conduit le lanceur à braquer la tuyère à fond en essayant de corriger une fausse trajectoire qui n'existait en réalité pas, faisant basculer le lanceur. Par la suite, les 4 satellites clusters seront reconstruits. Ils ne seront pas envoyés dans l'espace par une Ariane 5, mais par une des dernières Ariane 4. L'échec du premier vol d'Ariane 5 a cloué le lanceur au sol pendant plus d'1 an, avant qu'il n'effectue son deuxième vol, le 30 octobre 1997. Ce deuxième décollage se déroule à la perfection. Aucune explosion à déplorer. Mais très vite, un problème apparaît. Le lanceur se met à tourner de plus en plus vite sur lui-même. Bien que ça ne soit pas prévu, le vol continue à se dérouler normalement, les boosters se séparent correctement, et le PC continue sa poussée, avant de s'arrêter d'un coup, bien avant le moment prévu. Le deuxième étage prend aussitôt la relève, tentant de sauver les charges utiles, ce qu'il réussit à faire même si l'orbite atteinte est trop basse par rapport à celle prévue. La coupure prématurée de l'EPC était due à un phénomène de roulis, c'est-à-dire la rotation de la fusée sur elle-même. Les gaz à l'intérieur de la tuyère se sont aussi mis à tourner sur eux-mêmes, et les capteurs ont interprété ce phénomène comme étant le début d'une panne du moteur Vulcain, et ils prirent donc la décision de le couper, causant donc cet échec partiel.
Ces 2 vols serviront de leçon à l'ESA et Arianespace sur la manière de gérer les lancements. Une année passa sans aucune apparition d'Ariane 5 sur son pas de tir. À l'époque, tous les vols commerciaux étaient assurés par Ariane 4. Seule l'ESA faisait voler ses charges utiles sur le lanceur, et cette dernière n'avait pas besoin de plus d'un lancement par an. Le 3e vol d'Ariane 5 fut également son premier succès total, en emportant la première charge utile importante d'une longue série, l'Atmospheric Re-Entry Demonstrator, ou ARD. Il s'agissait d'une capsule française inhabitée, développée par Aérospatiale pour le compte de l'ESA, permettant à l'agence européenne de se faire la main sur la rentrée atmosphérique d'une capsule de type Apollo. Le lanceur largua cette dernière sur une trajectoire suborbitale, puis la capsule effectua sa rentrée atmosphérique sans aucun problème, amérissant à seulement 4 km du point prévu. À la suite du vol, l'ARD fut récupérée par la marine française, puis ramenée en France pour plus d'analyses. Mais ce vol était aussi l'occasion pour l'ESA de tenter pour la première fois de récupérer une partie d'Ariane 5. En effet, les 2 boosters étaient équipés de systèmes de parachute fournis par les Russes. Ces derniers auraient tout d'abord dû équiper les boosters de la navette soviétique Buran, mais le projet ayant été annulé, ce système resta inutilisé jusqu'alors. Les 2 EAP de ce 3e vol sont donc revenus se poser dans l'océan Atlantique, même si l'un des 2 coula. Je reparlerai d'ailleurs plus longuement de la récupération des boosters dans une vidéo dédiée. Ariane 5 venait désormais de prouver qu'elle était capable de faire un vol sans accroc. Cela se confirmera sur son 4e vol, où elle emportera encore une charge utile connue, le télescope spatial XMM Newton, toujours de l'ESA. Ce dernier servira à de nombreuses observations spatiales et découvrira au fur et à mesure des années des amas de galaxies, ou encore mesurera pour la première fois la vitesse de rotation d'un trou noir supermassif. Ce télescope est toujours en service aujourd'hui, bien qu'il commence à se faire vieux. Le vol suivant, le 5e, fut le premier à embarquer des charges utiles commerciales. Ce lancement fut un succès total, tout comme les autres qui suivirent. Jusqu'au 10e vol, où le moteur du 2e étage ne fonctionna pas comme prévu, mettant une nouvelle fois les 2 charges utiles sur une mauvaise orbite, comme lors du 2e vol. Cela serait dû à la présence d'eau dans le carburant, sans doute suite au test du moteur au sol. Malgré ce dysfonctionnement, un des 2 satellites, Artemis, a pu rejoindre l'orbite visée grâce à ses moteurs ioniques, mais l'autre a été définitivement perdu. Par la suite, tous les vols seront des succès jusqu'en 2002. À cette date, toutes les Ariane 5 lancées étaient des Ariane 5G pour générique. Cependant, l'ESA travaillait depuis un moment sur de futurs développements pour de nouvelles versions. La plus puissante et prometteuse, Ariane 5 ECA, devait justement effectuer son tout premier vol en décembre 2002. Ce 17e vol du nouveau lanceur européen se déroula bien au début, mais très vite, une fuite sera détectée dans le nouveau moteur Vulcain 2, équipant cette Ariane 5 ECA, entraînant la perte de contrôle du lanceur. La décision fut alors prise de détruire la fusée et ses charges utiles, qui retomberont dans l'océan. On le voit, les débuts d'Ariane 5 furent très compliqués. Mais un vol très marquant va commencer la carrière quasiment sans encombre que connaîtra le lanceur par la suite. Si l'on me demandait de citer la première charge utile mise en orbite par Ariane 5 qui vient en tête, je dirais très certainement Rosetta. Ariane 5 a autant marqué cette mission que l'inverse. En effet, pendant longtemps, l'ESA ne s'intéressa pas vraiment à l'exploration du système solaire. On ne peut alors citer que 2 missions, Giotto, qui décolla sur Ariane 1, et Huygens, parti avec la sonde Cassini sur une Titan 4 en 1998. L'ESA décida donc de frapper un grand coup, avec une mission des plus ambitieuses, aller se poser sur une comète. Et c'est dans ce but qu'elle conçut Rosetta et son petit compagnon, Philae, qui devaient partir à la rencontre de la comète 46P Virtanen. Il était alors normalement prévu que tout ce petit monde décolle sur Ariane 4, mais en définitive, c'est Ariane 5 qui fut retenu. Cependant, à cause de l'explosion de son premier vol dans sa version ECA, la fenêtre de tir fut ratée, le lanceur étant cloué au sol le temps de l'enquête. Finalement, la sonde partira en 2004, non plus vers 46P Virtanen, mais vers une autre comète, 67P Churyumov-Gerasimenko. Pour cette mission, Ariane 5G n'était pas assez puissante, et Ariane ECA ne volerait pas à nouveau avant un bon moment. Il sera alors décidé de développer la version Ariane 5G+, qui fera justement son premier vol pour le lancement de Rosetta. Nous sommes le 2 mars 2004,
et Ariane 5 s'apprête à effectuer le lancement le plus médiatisé et attendu de sa carrière. La suite, vous la connaissez. Après un survol réussi de Mars, la sonde partit vers la comète Chury et réussit, après cette mise en orbite, à faire se poser Philae à sa surface, malgré quelques rebondissements non volontaires. Après quelques temps passés autour de la comète, Rosetta finira elle aussi par tenter de se poser sur Chury, mettant fin à la mission. Mais je garde encore une fois toutes ces aventures pour une prochaine vidéo. Ce lancement ancrera Ariane 5 dans la tête de nombreux Européens, et ce, pour longtemps encore. Après cette réussite, l'histoire d'Ariane 5 sera plus tranquille. Ariane 4 ayant effectué son dernier vol, c'est Ariane 5 qui assurera désormais tous les lancements commerciaux et institutionnels. Les versions se succéderont. Ariane 5 G+, laissera la place à Ariane 5 GS, puis à ES. La France, ensuite rejointe par les autres pays européens, commenceront aussi à lancer des satellites militaires sur Ariane 5, comme Helios ou Syracuse par exemple. Les campagnes de lancement se succéderont à un rythme régulier, Ariane 5 reprenant la place de leader dans le marché du lancement de satellites, auparavant détenu par Ariane 4, et ce jusqu'en 2009, où elle enverra une nouvelle charge utile très particulière. Il était prévu que les navettes américaines soient mises à la retraite en 2011, ce qui posait un gros problème de ravitaillement de l'ISS. En effet, ces dernières assureraient alors une grande partie du transport d'expérience vers la station. Pour continuer à ravitailler l'ISS, l'ESA développe son propre vaisseau cargo, l'ATV. Ce vaisseau était un monstre comparé à tous les autres cargos comme le Progress russe, l'HTV japonais, le Sinus ou le Dragon américain. Amarré à l'ISS, il est aussi grand qu'un module entier. Il effectuera son premier vol sous la coiffe d'Ariane 5 ES et réussira sa mission haut la main. Et le programme prévu comportait alors au moins 5 vols du cargo européen. Ariane 5 n'attendra pas les autres vols d'ATV pour faire des lancements importants. Tout d'abord, elle enverra les 2 télescopes Planck et Herschel de l'ESA en orbite. Le premier servira à l'étude du fond diffus cosmologique, et le deuxième observera la formation et l'évolution des galaxies. On peut aussi citer le lancement de TerreStar 1, qui n'est pas moins que le satellite de communication le plus haut et lourd jamais lancé en orbite, avec pas moins de 7 tonnes au compteur. 2 événements importants ont aussi eu lieu au Centre spatial guyanais, en 2010 et 2011, car désormais, Ariane 5 n'était plus la seule à décoller, ses 2 petites sœurs Vega et Soyouz l'ayant rejoint. Vega est un lanceur léger, développé en grande partie par l'Italie, quand Soyouz, lancé dans sa version STA et STB, fait office de lanceur moyen. D'ailleurs, ce dernier est équipé de la coiffe d'Ariane 4 pour tous ses vols depuis la France. En 2015, le dernier ATV décolla de Kourou. Il s'agissait du dernier vol budgété du programme, mettant ainsi fin à l'aventure du mastodonte européen. Comme pour Rosetta, un épisode spécial lui sera consacré, où l'on parlera de ses vols, de ses évolutions envisagées puis annulées, et enfin de son potentiel retour sur Ariane 6, non pas en direction de l'ISS, mais cette fois-ci vers la LOPG, en orbite lunaire. En 2016, Ariane 5 se mettra à lancer une nouvelle constellation de satellites, Galileo, un projet entièrement financé par la Commission européenne qui aura pour rôle de remplacer en Europe le GPS américain. D'ailleurs, c'est avec Galileo qu'Ariane 5 ES volera pour la dernière fois en 2018, et que la dernière version d'Ariane 5 encore commercialisée sera la version ECA. Mais juste avant ça, lors du 97e vol, une Ariane 5 a subi un échec partiel, le premier depuis plus de 10 ans de réussite totale. Cette fois-ci, c'est un problème de trajectoire qui a fait dévier le lanceur de plus de 20 degrés par rapport à l'orbite visée initialement. Les 2 satellites, après plusieurs semaines de manœuvres, réussiront tout de même à se placer sur la bonne orbite. Peu après ce vol, en septembre 2018, Ariane 5 franchira une barre symbolique, celle de son 100e vol, où elle emportera Other Space 2 et Horizon 3E. Peu de lanceurs atteignent ce nombre symbolique dans le monde. On peut uniquement citer Cosmos, Cyclone, Soyouz avec près de 2000 vols, et Proton chez les Russes, Ariane 4 chez les Européens, la Delta 2, l'Atlas, la navette spatiale et la Titan 3 chez les Américains, puis enfin, la Long March 3 chez les Chinois. Ce chiffre est hautement symbolique pour ce lanceur, car depuis ses débuts, il n'a fait que s'améliorer et lancer des missions de plus en plus importantes. D'ailleurs, lors de son lancement suivant,
il mettra en orbite la sonde européano-japonaise Bepi Colombo pour un voyage de 7 ans à destination de Mercure. En février 2019, un nouveau record sera battu. Ariane 5 VA247 sera la plus grande Ariane 5 jamais lancée. En effet, elle sera équipée de la plus grande version disponible de Spectra, le système dont on avait parlé dans l'épisode 1 permettant de lancer plusieurs satellites. Et il y sera également installé une extension de coiffe. Durant sa carrière, Ariane 5 aura conquis les sommets. D'une petite fusée peu sûre, elle sera devenue l'un des lanceurs les plus puissants et fiables du marché. Mais il ne faut pas se voiler la face, sa fin est proche. En effet, avec l'arrivée de SpaceX et des autres sociétés du New Space, l'ESA perd peu à peu sa place de leader du marché et Ariane 5 n'est plus assez compétitive. C'est pour cela que depuis 2014, sa remplaçante, nommée Ariane 6, est en développement. Ariane 5 devrait voler encore jusqu'en 2023, laps de temps pendant laquelle elle lancera notamment le futur télescope James Webb de la NASA et probablement la sonde JUICE en direction de Jupiter. Et puis, elle fera partie de l'histoire. Elle continuera tout de même à vivre à travers certains lanceurs. Ariane 6 lui devra beaucoup, par exemple. On peut aussi citer la GSLV Mark III indienne qui s'est grandement inspirée du design d'Ariane 5. Et oui, son développement a été réalisé avec l'aide de la France, ses boosters utilisant la même poudre et le même système d'attache que ceux d'Ariane 5. Elle a aussi failli faire partie de certains projets fous, comme Liberty, qui aurait utilisé comme premier étage un booster de navette spatiale et comme deuxième étage un EPC d'Ariane 5, ou encore un projet présenté en 2011 qui avait pour but de remplacer les deux EAP par des boosters d'Energia, la fusée qui propulsa la navette soviétique Buran en orbite. Bien qu'étant passé d'un statut de lanceur de navette habitée à celui de lanceur de satellite, Ariane 5 aura tout de même propulsé certaines des missions iconiques de l'Europe et sera devenu l'un des lanceurs les plus inoubliables du spatial.